Bonjour à tous les amis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dans le studio au chaud par cette météo extraordinaire, et c'est rien de le dire, où on va entamer une série de vidéos que j'ai appelée Mise au point, où on prend des sujets d'actualité, où il se dit tout et son contraire, et on essaye de manière factuelle et avec le plus de hauteur possible d'y réfléchir ensemble afin d'avoir des éléments de compréhension qui amènent souvent à de meilleures prises de décision, à une meilleure autonomie de réflexion. En tout cas, c'est notre objectif, car on a quand même beaucoup de difficultés à communiquer malgré tous les moyens que nous avons à notre portée, et encore plus à se faire comprendre si on y regarde bien. Il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de fritures sur la ligne, il y a beaucoup de raccourcis, et puis il faut que tout aille vite. Même moi, je suis en train de parler bien trop vite, car le temps coule et on sait que tout le monde veut aller vite, mais on ne peut pas comprendre les choses si on ne prend pas son temps. Alors, dans cette vidéo, justement, on va parler de la betterave, mais aussi de la pomme de terre, et on va même dire de l'ensemble des céréales, qui sont soumis à des attaques de ravageurs, qui nécessitent des moyens de lutte. Les insecticides en font partie. Comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre les différentes familles que nous avons à disposition, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On va parler de ce qui se faisait par le passé, les enrobages de semences notamment. Qu'en reste-t-il? Est-ce qu'il reste encore ces molécules dans notre quotidien alors qu'elles ont été retirées de l'agriculture parce qu'elles étaient dangereuses? Est-ce qu'ailleurs en Europe il y a plein de belles solutions qui nous sauveront la vie dans l'avenir? Est-ce que c'est plus facile pour nos collègues européens? Vous allez voir que rien n'est moins sûr. Est-ce que l'uniformisation phytosanitaire va être plus un désastre qu'une réussite? C'est toute la question. Est-ce que les dérogations actuelles que la betterave subit jusqu'à l'overdose sont de réelles avancées? Pour l'environnement, en tout cas, on peut en douter. Alors dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Et en fin de vidéo, on fera un point sur nos avancées techniques que nous avons obtenues grâce à nos partenaires et à notre expérimentation depuis plus de 5 ans sur les pommes de terre et les betteraves, où nous avons réussi avec certaines associations à réduire de plus de 80% les doses d'insecticides, avec évidemment des résultats au moins aussi bons et surtout une absence de résidus négatifs dans les pommes de terre notamment. Alors si ça vous intéresse les amis, que vous avez envie de prendre le temps, que l'on réfléchisse ensemble, un petit peu de hauteur sur tout ça, et bien vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam c'est moi, et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Bien entendu, la betterave, comme l'ensemble des autres cultures, est soumise à de nombreux ravageurs qui viennent s'occuper de son cas, et ce, dès le semis, à commencer par les ravageurs souterrains. Mais dans cette vidéo, j'aimerais qu'on se concentre sur les 2 ravageurs aériens principaux qui, dès la levée de la betterave, posent problème. Dans certains cas et certaines années, ce sont des espèces de pucerons. Il y a 2 espèces principales. La première, c'est le Mysus persicae, ou puceron vert du pêcher, comme son nom l'indique. Les ailés, les adultes donc, se reconnaissent par leur couleur vert clair et des taches sombres sur l'abdomen. Ils sont responsables de la transmission de plus de 4 virus possibles à la betterave qui entraînent l'expression d'une maladie que l'on appelle la jaunisse. La jaunisse a pour effet une perte de la photosynthèse, un mauvais remplissage des racines et bien entendu une perte forte au niveau du rendement. Cela peut aller jusqu'à 40% lors de certaines attaques qui peuvent démarrer par des ronds et finir par des parcelles entières. Pour les producteurs de plants en pommes de terre, cela peut se traduire s'il y a détection d'un des virus dans la pomme de terre par tout simplement un déclassement de la production qui peut entraîner parfois une perte sèche pour le producteur. Alors cette espèce, il ne faut pas la confondre avec l'Aphis fabae qui est le puceron noir de la fève, qui comme son nom l'indique est de couleur sombre. Cette espèce provoque surtout des dégâts par la succion de la sève sur la betterave qui entraîne un flétrissement des feuilles évidemment, un affaiblissement et une perte de vigueur de la betterave. Il peut aussi être vecteur secondaire de virus et notamment avec un des virus sur les 4 qu'il peut lui aussi transmettre. Alors avant de parler des moyens de lutte que nous avons, j'aimerais que l'on revienne sur les raisons de cette difficulté de ces 10-15 dernières années. Alors pour nous, il y a 2 raisons principales à cette difficulté depuis une dizaine d'années. La première étant les dates de semis. Les producteurs, les planteurs sèment de plus en plus tôt leurs betteraves parce qu'il y a des créneaux techniques pour le faire, aussi des hivers de plus en plus courts, de plus en plus doux, qui peuvent conduire à envisager des semis beaucoup plus précoces que par le passé. Si on semait des betteraves fin mars, début avril, il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui c'est plutôt la première quinzaine de mars, voire fin février dans certaines régions. Évidemment, cela s'est traduit par de meilleurs résultats de rendement, ce qui a fait boule de neige, et beaucoup de producteurs sont sur le qui-vive dès la début mars pour implanter leurs betteraves. Alors ça se traduit
en problématique puisque les betteraves sont plus lentes d'installation, plus faibles que les auxiliaires, donc qui sont des insectes utiles qui viennent manger ces pucerons entre autres, qui viennent donc équilibrer le système et donc protéger nos plantes indirectement, eh bien arrivent beaucoup plus tard et il y a donc une période où la betterave n'est pas protégée. La deuxième raison, c'est justement cette période où la betterave n'est pas protégée, c'est depuis le retrait de la protection de semences qui permettait finalement une protection jusqu'à l'arrivée des auxiliaires, puisqu'on peut constater, nous, dans nos essais, que les témoins non traités, alors sans traitement de semences, mais avec des protections aériennes, que les témoins non traités où il n'y a aucune protection, ont fini aussi avec 0 puceron. Ce sont bien les auxiliaires qui font une partie du travail, mais évidemment, pendant tout ce temps-là, ils ont quand même piqué la betterave et transmis le virus. Et c'est cette période qui nous pose problème, et c'est là que le traitement de semences avait un intérêt non négligeable. Je terminerai en vous disant qu'en agriculture biologique, on sème environ 1 mois et demi, voire 2 mois plus tard qu'en agriculture conventionnelle, assez facilement, et que la jaunisse est souvent beaucoup moins présente en agriculture biologique, en général, sans doute liée à une date de semis ultérieure où les auxiliaires sont suffisamment en nombre et présentes pour équilibrer le système et ne pas que la betterave se fasse complètement défoncé, c'est le cas de le dire, par les 2 espèces de pucerons dont nous avons parlé. Alors maintenant, je vous propose de parler de la protection de semences, comment ça se passait il y a quelques années. Alors, avant 2017, date de retrait de ces produits, il existait 2 solutions d'enrobage de semences avec un insecticide qui entraînait une protection de la plante pendant 6 à 8 semaines, ce qui faisait que la betterave pouvait patienter tranquillement sans aucune intervention d'insecticide en aérien par l'agriculteur, l'arrivée des auxiliaires qui venaient prendre le relais et défendre la plante pour la suite des événements. Ces produits ont été retirés en 2017, il s'agissait du fipronil, ça c'est le nom de la matière active, contenu dans un produit commercial qui s'appelait le Régent et qui était utilisé en protection de semences, qui aujourd'hui existe encore dans le quotidien de chacun d'entre nous avec les animaux domestiques. Vous savez, il existe des pipettes que vous pouvez mettre sur le cou de vos chiens ou de vos chats et qui vont les protéger contre les tiques. Eh bien, un de ces produits, notamment l'Adventix, je vais donner un nom commercial, contient du fipronil qui pourtant a été retiré en agriculture pour des raisons de santé publique. Restait un deuxième produit qui est resté aussi jusqu'en 2017, dont le nom commercial s'appelait l'Imprimo, la molécule l'imidacloprid, équivalent au gaucho en céréales, ça c'était le nom commercial que tout le monde a entendu parler sur maïs et sur escourgeon et blé, donc c'était vraiment une protection qui avait un intérêt, encore une fois, 6-8 semaines de protection qui évitait des interventions aériennes. Là pour le coup c'est un néonicotinoïde, ce qui n'était pas le cas du fipronil, donc c'est un produit qui a été retiré, comme d'ailleurs devait être retiré, car vous allez voir que c'est pas le cas, l'ensemble des néonicotinoïdes en Europe. Alors il existe encore ce produit, le gaucho, l'imidacloprid ou l'Imprimo, entre guillemets, dans notre quotidien, avec aussi un produit pour les animaux domestiques sous forme d'un collier que vous connaissez peut-être, vous savez, les colliers transparents, là, quand les petits enfants avec leurs doigts potelés viennent caresser le cou du chien et puis après se les mettre dans la bouche, eh bien c'est de l'imidacloprid, les amis, un néonicotinoïde, donc la marque notamment d'un de ces produits, c'est le Seresto. Voilà, alors est-ce qu'il existe aujourd'hui d'autres solutions en Europe meilleures que les nôtres, puisque en France, donc, ayant perdu ces protections de semences, il ne nous reste plus que des interventions en aérien, avec des insecticides, vous allez voir, qui pour la moitié d'entre eux ne fonctionnent plus. C'est pour ça qu'il y a des dérogations pour permettre aux agriculteurs d'utiliser certains produits, mais ça c'est une autre histoire, je vous propose de vous parler des solutions qui existent ailleurs en Europe. Alors, ailleurs en Europe, même si on fantasme beaucoup les choses, on va essayer de donner des faits, des éléments factuels. Il reste une molécule utilisée en Allemagne qui s'appelle l'acétamipride. C'est une molécule néonicotinoïde, c'est pas facile à dire, qui n'a jamais été utilisée en France, qui était censé avoir été interdit dans toute l'Europe, mais qui en réalité a vu son usage prolongé à nouveau jusqu'en 2033, les amis. Alors les Allemands l'utilisent pas en protection de semences, mais l'utilisent en aérien, ce qui est quand même un comble. Si les néonicotinoïdes sont un vrai problème, si c'est un problème en enrobage de semences, on peut s'imaginer ce que ça peut être en traitement aérien. Alors s'il y a uniformisation de la réglementation phytosanitaire, verra-t-on arriver ce type de molécules en France? Ce serait sans doute, je pense, un non-sens important. Malgré tout, cette molécule existe quand même dans notre pays, avec encore une fois des insecticides utilisables
au niveau domestique. Pour les punaises de lit notamment, il y a des dizaines de produits qui utilisent l'acétamipride, les amis. Alors il existe aussi une autre molécule aux Pays-Bas, cette fois en traitement de semences. Alors là je vais lire le nom parce que c'est à coucher dehors, c'est du flupiradifurone, de la famille des buténolides, donc qui est utilisé en traitement de semences dans les Pays-Bas et dans quelques pays européens. Mais évidemment, en France, on l'a considéré comme un néonicotinoïde. Donc dans ce cas-là, rideau pour les Français. Donc évidemment, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Alors maintenant, quelles sont les solutions insecticides en France et surtout, comment fonctionnent-elles? Vous allez voir, c'est important de le savoir. Alors bien évidemment, avant de vouloir se protéger contre des insectes qui parfois sont plus ou moins présents, il serait bien d'être sûr qu'ils sont là, et pour ça, rien ne remplace le piégeage. On n'arrêtera jamais de le dire jusqu'à la fin de notre vie, car c'est quand même la première des choses que l'on devrait développer dans notre beau pays, mais dans l'Europe entière aussi, c'est le développement du piégeage. On arrête les fax, on arrête les mails, on arrête les SMS, et on va voir sur le terrain avec des pièges de ce type-là ou de ce type-là, qui vous permettent finalement de bien savoir s'il y a présence de vol, puisque je vous le rappelle, la première attaque agit avec des adultes ailés. Et c'est pas facile de les voir, même à quatre pattes, surtout avec l'âge et les lunettes. Ça n'empêche pas l'autre, mais au moins avec les plaquettes engluées, vous pouvez voir si le vol a eu lieu et donc restez vigilant. Alors déjà, les familles d'insecticides qui existent en France sont au nombre de 4 aujourd'hui. Donc on a les pyrètres, donc qui concernent la première des familles, les cypermétrines, les lambda-cyalotrines, les deltamétrines, les tofluvavinates, etc., etc. Leur principal mode d'action est le contact ingestion. En clair, si l'insecte n'est pas présent, ça ne fait rien du tout. Et même s'il est présent, vous allez voir, c'est pas forcément le cas. Au moment de la pulvérisation, il faut que les insectes puissent être touchés par le produit. S'ils sont sous les feuilles, c'est loupé. Et le puceron vert Mysus persicae, il est souvent sous les feuilles. Aujourd'hui, dans la plupart des régions, les pyrètres ne fonctionnent plus. Leur durée de vie avec des journées de lumière, c'est 24 heures, parfois même un peu moins. Donc vous voyez, c'est quand même pas une durée d'action suffisante. Et surtout, il n'y a pas de réel effet choc et vous pouvez revenir le lendemain et avoir le sentiment qu'il y a autant de pucerons qui, je vous le rappelle, vont monter crescendo pour être de plus en plus nombreux car ils se reproduisent très vite. Donc il y a résistance aujourd'hui des Mysus persicae aux pyrètres, et pour ce qui est du puceron noir, il est quant à lui encore un peu sensible à ces familles d'insecticides. La deuxième des familles, ce sont les carbamates, avec la molécule la plus connue qui est le pyrimicarbe. D'ailleurs, il ne nous reste plus que celle-ci, et elle est bientôt sur la sellette. Alors par rapport au pyrètre qu'on a vu précédemment, le pyrimicarbe apporte lui une action de choc, et ça c'est très intéressant, et il a aussi un mode d'action vapeur, c'est-à-dire qu'il se diffuse de manière continue pendant plusieurs jours. Évidemment, plus la plante est grosse, plus cette action vapeur est importante, plus la plante est grosse comme une pièce de 1 € quand elles sortent de terre, les betteraves. Parfois, certaines années, les pucerons sont déjà là à les attaquer lorsqu'elles sont toutes petites. Et évidemment, le traitement perd d'autant son efficacité et le mode d'action vapeur aussi. Il a une action aussi capitale pour ce type d'espèce de puceron, une action translaminaire, c'est-à-dire qu'il va pénétrer en dessous de la feuille pour justement toucher les pucerons qui sont en dessous. Et ça, c'est indispensable. Donc si les pyrètres n'ont pas cette action-là, on pourrait presque dire qu'elles ne devraient pas être utilisées au-delà des résistances qu'elles ont. Alors il y a 2 produits commerciaux, j'avais dit que je n'en parlerais pas sur la chaîne, mais quand on fait un peu des dossiers de fond, on n'a pas le choix. Donc le Karateka, qui est bientôt suspendu, et le Maverick Jet. Donc il se trouve aujourd'hui que dans de nombreuses régions, il y a des cas de résistance du Mysus, encore une fois, le puceron vert. En revanche, de manière ponctuelle, on observe encore des efficacités du Maverick Jet. Donc s'il y a à choisir, c'est bien entendu le Maverick Jet, et c'est bien entendu ce qu'on utilisera plutôt dans des attaques précoces. Car vous verrez que les 2 autres familles qui restent n'ont pas du tout les mêmes modes d'action et il serait idiot de venir les utiliser dès le début des attaques. Je vous rappelle que l'ensemble des insecticides dont on va parler s'utilisent avec des adjuvants et notamment avec de l'huile. On doit améliorer la pénétration. La 3e famille d'insecticides, c'est notamment le nom commercial Tepeki, les flonicamides. Donc lui, il agit par contact et ingestion. Il va tuer les larves et les adultes. C'est un apicide strict, c'est-à-dire qu'en clair, il est sélectif de toute la faune auxiliaire, d'où l'intérêt de l'utiliser un peu plus tard. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il est vraiment sélectif et ça, c'est tout le but d'utiliser des insecticides de ce type-là. On verra que le Monsanto, c'est un peu la même chose et ça, c'est très intéressant.
Alors il va stopper la nourriture sur les larves et les adultes, donc ça prend un certain temps pour voir les effets. Et ça aussi c'est pervers, beaucoup d'agriculteurs reviennent 48 heures après, ils voient toujours autant de pucerons, ils réinterviennent alors qu'en réalité le produit n'avait encore pas fait son effet. En tout cas l'arrêt de nourriture n'entraîne pas immédiatement la mort, hein, on en est tous conscients de ça. Hein, donc il est aussi translaminaire, donc il peut passer sous les feuilles et aller tuer les pucerons qui sont en dessous, en tout cas les empêcher de se nourrir. Toujours pareil, on utilisera de l'huile avec ce type de produit. La dernière molécule, c'est le spirotétramate, donc le fameux Movento, qui a obtenu une dérogation donc en betterave industrielle cette année avec 3 applications maxi. Vous vous rendez compte, 3 applications, les amis, du même produit, qui pourra être ajouté à 2 supplémentaires s'il est vraiment décrété qu'il y a une problématique puceron très importante. Alors le Movento, il devrait justement être utilisé plutôt après la présence des premiers aptères, ça c'est très important, hein. Donc les aptères, vous avez vu, ce sont ces beaux insectes verts ou tout noirs, hein, donc qui sont les enfants des ailés que nous avons vus tout à l'heure. Et donc, il va avoir un rôle de limiter le dépôt de larves, hein, donc il va empêcher le développement de la population, et il va avoir un effet aussi sur la fertilité et la fécondité. Et ça, c'est tout l'intérêt. Il n'a donc pas d'action nettoyante comme on aimerait qu'il ait, hein. Beaucoup rêvent de ça, mais c'est pas comme ça que fonctionnent ces insecticides, et il nous semblait important de vous en faire part, que ce soit le Tepeki ou le Movento. Devrait arriver dans le futur un autre produit qui s'appelle le Minectogold, qui est utilisé sur les colzas, hein, pour gérer les altises. Donc c'est un produit aussi avec un beau profil toxicologique, hein. De toute façon, ceux qui restent sont ceux qui sont les moins polluants aujourd'hui. Et donc il a une action puceron qu'on a remarqué il y a déjà de nombreuses années, mais qui devrait justement être homologué dans le futur. Alors peut-être on le verra sur la betterave s'il n'y a pas uniformisation avec d'autres produits bien moins intéressants. Alors justement, on va parler un petit peu des améliorations possibles pour terminer cette vidéo, notamment liées au travail que nous avons fait pendant 5 ans avec Mathieu en expérimentation. Et on va le partager avec vous, après l'avoir fait avec nos partenaires déjà depuis quelques années. La réduction du nombre de solutions techniques et de produits phytosanitaires pour gérer les insectes pose évidemment le problème d'utiliser toujours les mêmes produits, et il y a aussi des conséquences dans les résidus que l'on peut retrouver notamment en pommes de terre, mais aussi et surtout dans l'évolution vers des résistances du fait d'utiliser toujours la même molécule. C'est en ça que cette dérogation d'utiliser plusieurs fois le même produit n'a pas de sens. Tout agriculteur qui dépasserait 3 interventions d'insecticides en betterave doit se poser les bonnes questions. Il y a quelque chose qui cloche dans son usage, dans les choix des produits, dans ses interventions, dans même son jugement, car à un moment donné, ça dépasse l'entendement que d'entendre des gens à 5-7 interventions, c'est complètement ridicule, et ça doit poser question. Il y a autre chose qui tourne pas rond, des betteraves qui ne poussent pas, voilà. Il est clair qu'il faut s'interroger, et des mauvais choix de produits. C'est pour ça qu'on voulait faire un point avec vous. Alors nous, on a travaillé justement en betterave comme en pommes de terre à essayer de réduire la quantité totale de ces insecticides, à la fois parce que le Tepeki n'était autorisé qu'une seule fois dans l'année, donc en diminuant sa quantité, on pouvait espérer utiliser plusieurs fois la dose homologuée, c'est-à-dire plusieurs fois un petit bout de la dose, et on a obtenu après 5 années une réduction de ces 2 produits, le Movento comme le Tepeki, de plus de 80%. C'est-à-dire qu'en clair, un Tepeki qui est utilisé à 140 grammes, on arrive à l'utiliser à 30 grammes en association avec un produit de biocontrôle. Et la même chose avec le Movento, au lieu de le travailler à 0,3-0,4 litres hectare, on arrive à 0,1 litre hectare, à des résultats aussi bons, voire meilleurs dans certains cas, que la dose pleine du produit. Et surtout, on ne retrouve pas de résidus dans la pomme de terre notamment. Et on ne comprend pas que les instituts n'aient pas travaillé ça, que ce soit l'ITB ou même l'institut au niveau de la pomme de terre, de chercher à réduire les phytos. C'est pas parce qu'il y a des gros volumes de chiffre d'affaires qu'on doit se dire on s'en fout, on peut mettre n'importe quoi. Et ça, c'est quand même triste. Alors qu'on ne nous parle pas de résistance, car à partir du moment où on a détruit la totalité de la population, qu'on a des résultats techniques qui sont bons, c'est qu'on n'a pas créé de résistance puisqu'on a tué les individus. Donc la bonne dose, c'est la dose qui marche. Le reste, c'est du vent. Alors qu'est-ce qu'on y met avec ? Ben, on va le dire, c'est pas un secret. Aujourd'hui, on utilise de l'huile de pétrole blanche, c'est-à-dire c'est une huile qui est utilisée par les planteurs de pommes de terre, qui est autorisée en agriculture biologique, qui s'utilise à 14 litres hectare, en tout cas c'est comme ça qu'il s'utilise, en passant tous les 5, 7, 8 jours, pour laisser un film permanent sur la feuille et empêcher le puceron de piquer. Eh bien nous, on associe cette molécule insecticide, que ce soit le Tepeki ou le Movento, avec justement 5 à 7 litres de l'huile de pétrole blanche Vasil, mais il existe aujourd'hui d'autres produits qui s'en rapprochent, qui sont vendus en pleine aujourd'hui et qui ont cet effet-là, donc il doit être intéressant de pouvoir les utiliser puisque l'huile Vasil n'est homologuée qu'en pommes de terre, donc il est difficile de s'en procurer si on n'est pas soi-même producteur de pommes de terre, et ça c'est un peu dommage, surtout pour un biocontrôle, hein, les amis. Donc vous voyez, travaillez le sujet pour ceux que ça concerne.
car c'est une aide précieuse et qui évite finalement des quantités de produits, on réduit, je le rappelle, de 80%. Donc par exemple, les 140 grammes, on peut passer 2 fois, on sera qu'à 60 grammes. Et ça, c'est quand même intelligent. Et puis on met un Mont Ventoux au milieu de tout ça. Et on démarre peut-être, s'il y avait besoin de passer 3 ou 4 fois, par un carbamate, un pyrémicarbe, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc bien entendu, je vais conclure cette vidéo en vous disant que la première des choses, c'est le piégeage, pour commencer. C'est les plantes vigoureuses. Il n'y a pas à tortiller. Avant de parler d'insectes, ce sont des plantes vigoureuses qui limitent. Donc peut-être que les dates de semis légèrement décalées un petit peu plus tard, et ça va être le cas sans doute cette année, ça va peut-être aider à un meilleur démarrage. On l'a déjà vu, des gens qui ont semé fin mars ou début avril, malgré leur bonne volonté, bon, ils étaient inquiets et finalement les betteraves ont levé en quelques jours, le désherbage s'est fait avec seulement 3 passages au lieu de 5 ou 7. Il y a toujours un lien. Évidemment que la production, on veut toujours plus, mais peut-être qu'on va un peu trop loin. Ça fait partie du côté industrialisation peut-être que l'on a, et il faudrait que l'ensemble de tout le monde travaille dans ce sens-là, avec des prix suffisamment rémunérateurs pour pas que les planteurs aient besoin d'aller chercher les 5 ou 10 tonnes qui leur manquent pour juste gagner leur vie, quoi. Donc c'est vraiment un problème de fond, hein. On s'est nous-mêmes entraînés dans ces problèmes-là par des semis précoces et par des disparitions de solutions, hein. Vous avez vu, donc le traitement de semences pour nous, et c'est la dernière phrase de la conclusion, pour nous le traitement de semences était la meilleure idée technique et environnementale. Il n'y a pas à tortiller, c'était la meilleure des solutions. Il faut y revenir si on est suffisamment intelligent et pragmatique et respectueux dans l'environnement. Il faut revenir à ces solutions-là qui apportaient une vraie réponse technique, qui permettait d'attendre les auxiliaires et qui permettait d'éviter de balancer 1, 2, 3, 4 passages d'insecticides en aérien qui auront bien entendu d'autres conséquences sur l'environnement. C'est complètement stupide, surtout que l'on retrouve, vous l'avez vu, ces molécules dans notre quotidien, dans notre lit, avec nos chiens, avec nos chers bambins. Et ça, c'est étonnant que les écologistes ne s'en soient pas emparés, car au lieu de s'occuper tous les jours de l'agriculture, il ferait bien de regarder la société, comment elle fonctionne, qui n'a vraiment plus aucune leçon à donner au monde agricole. Alors les amis, on espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner, car plus de la moitié d'entre vous regardez nos vidéos de manière régulière sans vous abonner. C'est sympa. Essayez quand même de faire un petit geste pour nous, ce serait bien agréable et ça nous permettrait de continuer cette aventure de partage avec le maximum d'entre vous. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.